Et c'est la partie où on peut retrouver un invité, un ami à nous pour une bonne conversation. Et je suis tout le temps excité pour ce segment-là à chaque semaine. Mais cette semaine, c'est particulier. Un de mes, je dirais, top 3 gardiens québécois que j'ai eu comme coéquipier dans ma vie. Mais j'ai eu la chance de jouer avec lui, puis c'est phénoménal ce qu'il fait. Il est partout. Je l'entends à tous les jours, en quelque part, dans les médias, un peu partout à travers le monde. Puis c'est un plaisir de l'avoir pour nous aujourd'hui. Mon ami Martin, comment ça va? Tu sais, Bruno, toi et moi, on a pris des douches ensemble, Ben oui, plusieurs, mais je n'ai jamais pris avec Max, par exemple. Fait que, Max, on n'a pas ce niveau-là de complicité-là encore. Martin, je te propose quelque chose. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. On pourrait aller jouer au golf, qui sait, cet été. Puis apprendre à se connaître un petit peu mieux. Écoute, c'est un privilège de t'avoir ici parce que je sais que tu as marqué la vie à Bruno d'une certaine façon. Il t'apprécie tellement. Nous, nos chemins se sont entrecroisés parfois. On a des anecdotes ensemble. Tu es à Buffalo présentement. Tu fais la couverture des matchs des Sabres. On va commencer. Qu'est-ce qui se passe à Buffalo? Ben, on a-tu 2-3 heures, là? Il y en a pas mal, tu sais, mais vraiment, OK. Les blessures n'ont pas aidé les Sabres, puis c'est pas de faire d'excuses, rien, là, mais en début de saison, il y avait Jake McCabe qui jouait très, très bien à la défense. Il y avait Linus Ullmark qui gaulait très, très bien pour les Sabres. Puis là, ben, les deux blessures, puis là, en plus, d'avoir Jack Eichel peut-être perdu pour la saison, ça l'aide pas. C'est une équipe présentement qui est pourrie défensivement, qui est pourrie à l'attaque. Ça va pas bien pantoute. Puis il cherche. Puis c'est plate parce que moi, je pensais que quand il avait embauché Ralph Krueger comme entraîneur, que ça allait être peut-être quelque chose de différent. Tu sais, on voit souvent les mêmes entraîneurs qui se font recycler un peu partout dans la Ligue nationale. Puis là, ben, les Sabres essaient quelque chose de différent. Alors, je voulais que ça fonctionne pour Ralph Krueger, mais pour les Sabres aussi. Ça n'a pas fonctionné. Et là, ils vont être à la recherche d'un nouvel entraîneur. Ils ont amené 2 jeunes sur le banc là, avec Don Granato, qui est Matt Ellis, et Dan Girardi. 2 vétérans là, du hockey professionnel, mais quand même, ils n'ont pas beaucoup d'expérience derrière le banc. Puis ça va pas bien. C'est une année perdue pour les Sabres. On regarde le repêchage cet été et l'année prochaine là, à transiger peut-être aussi avant la date limite des échanges de des gars comme Eric Stahl, Taylor Hall. Mais en gros, là, tu sais, des fois, tu dis, une équipe, ça a de la misère à l'attaque, une autre équipe a de la misère à la défense. Ils ont de la misère des 2 bouts de la patinoire, puis c'est pas une recette vraiment bonne. Mais moi, justement, je pense que ça peut être une bonne chose parce que tu parles d'Ellis puis de Girardi. Tu sais, Ellis s'est retiré en 2016, Girardi en 2019. Girardi est encore payé par les Rangers de New York, puis il va coacher contre eux présentement. Mais ils peuvent amener l'aspect parce que j'ai l'impression que ça se passe entre les 2 oreilles pour cette équipe-là qui est remplie de talents, de jeunes talents. Quand Ristolainen est arrivé, quand Dahlin est arrivé, c'était beaucoup d'espoir fondé en eux. Est-ce que présentement, c'est juste qu'il n'y a rien qui va bien pour eux, puis c'est juste, ça fait partie de l'apprentissage à la dure, ou est-ce qu'on a mis Dahlin trop sur un piédestal? Non, écoute, Dahlin, c'est un gros joueur de hockey, mais au lieu de voir une progression, on voit une régression présentement dans son jeu. Ristolainen, il a bien commencé le début de la saison, mais là, on voit une autre régression. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Alors, on est excité d'un joueur comme Dylan Cousins. Écoute, il a 19 ans, ben, il vient d'avoir 20 ans là, le mois passé, mais il a commencé la saison à 19 ans. Et équipe Canada Junior et tout, c'est un très bon joueur. Il a marqué le dernier match. Ça va être un bon joueur, mais des prospects de même, il faut que ça continue à grimper la courbe. Il ne faut pas que ça aille à un plateau, que ça basse. Et c'est ça qu'on a vu présentement là, dans les 2-3 dernières années avec les prospects des Sabres. Il y avait Victor Olofsson, qui est un gars qui marque des buts là, incroyables, ils sont lancés. Mais c'est juste sur l'avantage numérique. J'aimerais ça voir une progression à 5 contre 5 du côté de Victor Olofsson parce qu'on sait que c'est un bon joueur de hockey. Mais le côté là, stratégie de l'équipe, le côté jeu en équipe n'est pas là pantoute. Alors, il faut recommencer à zéro, je pense, là, et la recherche d'un entraîneur va être primordiale pour cette équipe-là. Parce que, écoute, on parle de culture. Là. Ce que tu me dis, moi, j'entends le mot culture dans ma tête. Terry Pegula qui a acheté l'équipe, ça fait déjà combien d'années que Pegula est là? 10 ans, je crois, 10-11 ans. Parce qu'il a été capable, parce qu'il est propriétaire des Bills de Buffalo aussi, il a été capable de un petit peu améliorer, changer la culture des Bills. C'est à quelle échelle, pour toi, ça ne fonctionne pas, les Sabres? C'est où le problème?
Ben, regarde, ce qu'ils ont fait l'année passée, c'est qu'ils ont congédié le directeur général, ils ont embauché Kevin Adams, qui est un gars qui est très, très, très respecté des Pegula. Ça fait quand même 8-9 ans qu'ils travaillent pour eux dans une multitude de facettes là, de leur organisation, hockey mineur, hockey professionnel et tout. Et ils espèrent que Kevin Adams va être capable de trouver le coach comme lorsqu'ils ont trouvé Sean McDermott avec les Bills. Ils ont trouvé Sean McDermott en premier et après ça, ont amené Brendan Bean comme directeur général. Et là, ça a vraiment changé l'organisation. Puis les Pegula, ils essayent. Écoute, ça fait quand même, ils ont amené Tim Murray comme directeur général. Ils ont amené Jason Botterill, qui était un gars là, à Pittsburgh. Le monde l'aimait beaucoup comme assistant directeur général. Alors, tu vois qu'ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ils ont fait la même chose avec les Bills. Ils avaient amené Rex Ryan comme entraîneur, essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Mais là, je pense que pour les Pegula, Terry Pegula adore le hockey. Lui, c'est un gros partisan de hockey. Quand il a acheté les Bills, c'était plus un côté business. Là, il a appris à aimer le football, mais le hockey, il aime ça. Je pense que il doit être à bout là, de sa patience du côté hockey. Il va falloir que ça marche puis assez vite parce que sinon, ça va être du trouble pour les Sabres. Parce que peu importe ce que tu fais au deuxième étage ou même derrière le banc, quand tu as un jeune groupe comme ça, tantôt tu as parlé de Dallin, tu as parlé d'Olofsson, Cousin, Eichel qui est encore jeune. Eichel qui est encore jeune. Les équipes comme ça, là, parce qu'on a vu les Oilers Edmonton le faire, hein, donner les règnes aux jeunes joueurs, puis juste empiler les choix, puis ça n'a même pas encore décollé. Il a fallu amener un McDavid pour ramener ça. Puis McDavid, il n'y en aura pas à tous les repêchages. Tu as besoin d'amener tes vétérans qui vont encadrer ça. Mais là, tu y vas avec... dis-moi un peu ce qui se passe avec Skinner, qui était un de ceux-là, il y a 2 ans, on voyait à tous les semaines, au top 10 des jeux de SportsCenter, tu voyais un de ses buts, tu voyais quelque chose, les plus beaux buts dans la Ligue. Il était tellement dynamique, il créait offensivement, puis là, tout d'un coup, ça s'est éteint d'un coup sec. Mais ça, c'est le genre de vétéran qu'il faut qu'il y ait l'équipe sur ses épaules pour aider les jeunes à se développer. Ouais, moi, là, Jeff Skinner, c'est un super de bon gars. J'ai eu des conversations avec, j'ai vraiment aimé là, notre temps, là, les interviews et tout ça, même après les entraînements dans la chambre, puis jaser. Mais c'est le genre de gars, quand ça va bien, tout va bien. Quand ça va mal, tu vois des petites choses que tu dis « Ah, ça, j'aime pas ça ». C'est pour ça que je me posais des questions quand la Caroline a dit « On n'en veut plus de Jeff Skinner ». Rod Brind'Amour a dit « J'en veux plus de Jeff Skinner ». Ils ont fait un échange. Écoute, ils n'ont pas vraiment eu gros pour Jeff Skinner. Et là, il marque 41 buts la saison d'après. Écoute, c'est « Wow, qu'est-ce que la Caroline a fait? » Puis moi, je dis ça aux jeunes, là, le hockey mineur, puis Max, Bruno, vous le savez très bien. Lorsque l'entraîneur parle au tableau là, durant une pratique, regarde les joueurs alentour. Est-ce qu'ils portent attention? Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils sont investis dans ce que l'entraîneur dit? Puis Jeff Skinner, c'est le gars là, qui est toujours dans le derrière de tout, puis qui écoute pas beaucoup. Quand ils font des meetings vidéo, il doit être assis dans le fond de la classe, là, comme le gars à l'école là, qui veut pas rien savoir des maths ou de la science ou du français, de rien. Là, il veut rien savoir, il veut juste passer le temps. Mais quand les choses vont bien, c'est correct, tu joues, tu continues à jouer, tu performes, tout va bien. Mais quand les choses vont pas bien, tu te dois, là, comme athlète et comme personne, d'en donner un peu plus, de te préparer, de changer peut-être là, ce que tu fais habituellement, puis de changer ta personne. Puis là, c'est pas juste comme si c'était 10 mauvaises games ou 15 mauvaises games. Ça fait une saison et demie, puis même là, lorsqu'il a marqué au-dessus de 40 buts, sa fin de saison n'a pas été bonne. Alors, je me dis, c'est ça que Jeff Skinner se doit de changer un peu, la personne qui est. Il est plus jeune non plus, puis c'est plus difficile. Mais moi, là, mon observation, c'est que j'aimerais ça que ça soit là, Jeff Skinner qui soit le premier dans toutes les drills, le gars tout de suite en avant de l'entraîneur qui regarde le tableau, qui veut vraiment apprendre et s'améliorer. C'est comme s'il y a un peu un disconnect là, malgré qu'il joue mieux dernièrement, mais quand même, tu sais, s'il veut revenir là, de scorer 25-30 buts dans la Ligue nationale, il faut qu'il en donne un peu plus. Ça prend du leadership et je t'écoute parler avec passion, émotion. Je sais que tu es engagé dans le hockey à différents en coaching. Tu es directeur de Goaltending Academy, je pense, à Buffalo encore. Oui, l'Académie de hockey à Buffalo. Exact. Je t'écoute parler. Tu me donnes des frissons. J'ai le goût d'aller jouer. Est-ce que tu as réfléchi? As-tu déjà eu des offres des Sabres? Parce que je me dis, crème, Martin, quel homme parfait, passionné des Sabres qui est là, qui regarde l'équipe, qui analyse l'équipe. Pourquoi pas derrière le banc?
Je vais te le dire, Max, là, je suis pourri derrière un banc de hockey parce que j'ai jamais expériencé ça. Tu sais, moi, comme goaler, là, j'étais jamais là de jongler les lignes puis de changer la stratégie puis tout ça. Je suis pourri là-dedans. J'aide, là, mon gars, il joue avec les U16 ici à Buffalo avec les Junior Sabres. Puis je suis sur le banc, puis U16, c'est pas mal trop vite pour moi. Là. Faudrait que j'aille dans le pee-wee dans la tombe, là, tu sais, pour apprendre. Mais j'adore les stratégies de jeu, j'adore le vidéo, j'adore les meetings, l'apprentissage de la game. Moi, là, j'aime beaucoup mon rôle dans les médias, évidemment, et j'aime aller sur la patinoire avec les gardiens de but, les jeunes. Là. On a à peu près là, des jeunes de 12 à 18, 19 ans qui viennent faire des cliniques de gardiens de but et tout. J'adore ça. Mais de dire d'être derrière un banc de la Ligue nationale et d'aider, là, ça irait vraiment trop vite. Là. Moi, là, Bruno me regarderait en voulant dire c'est qui les 2 prochains défenseurs, puis je nommerais un gars qui est sur la glace. J'en aurais aucune idée. Mais de le voir de la galerie de presse, d'être au 2e étage, de regarder la Ligue au complet, de voir quels joueurs dans d'autres organisations, de lire des reportages là, de scouts, dire ce joueur-là à Milwaukee, c'est un bon patineur, ceci, puis après ça, aller voir du vidéo. Ça, j'adore ça. Alors peut-être, là, dans plusieurs années, de m'amener avec une équipe là, au 2e étage et de travailler là-dessus, oui, je vois ça peut-être dans mon futur, mais derrière le banc, là, ça va être... ça se passe trop vite. Ben, c'est bon, hein? Chacun ses forces. Tu connais. Je te verrai. Je me connais. Puis pour ça, moi, il faut que je mette ça en contexte parce que Martin est un homme extrêmement informé. On l'appelait Martypedia avec les Islanders parce qu'il sait tout. Puis des fois, moi, plutôt, on va avoir une conversation là, plus loin, là, puis tout d'un coup, on cherche de quoi. Voyons, c'est quoi le nom du chanteur? Voyons, je suis pas sûr. Puis avant même que tu aies le temps de chercher sur ton cellulaire, c'est le seul homme qui est plus vite que l'information qui vient par les cellulaires. C'est Martin qui me donnait la réponse. Fait que j'ai aucun problème. Je sais que tu serais informé partout. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que là, tu as ouvert la porte du développement. Tu dis que tu es sur la glace avec les 12 à 18 ans. Et là, je bifurque. Là. Je prends cette porte-là puis je t'amène ailleurs parce que tu es un gardien québécois qui a grandi dans l'ère de la domination des gardiens québécois. Elle peut pas être bien plus québécois qu'un gars avec une calotte. Tu nous donnes des signes devant. Hey, Québec. On n'en avait même pas de mentionner. C'était écœurant. J'adore ça. Il a sorti ça des boules à mythe. Mais pendant justement que tu as ta belle casquette des Nordiques, ton chandail des Nordiques, gardien québécois, fier de l'être. Et ton année là, de repêchage, là, c'était Jean-Sébastien Giguère en première ronde, toi en première ronde, Marc Denis, puis Brian Boucher était un autre. Là, vous étiez 4 gardiens en première ronde, 3 Québécois repêchés. Puis tu as suivi les Patrick Roy, les Martin Brodeur, il y a eu les Luongo. Puis là, on arrive aux derniers. Là. Les derniers qui sont debout, là, c'est Marc-André Fleury puis Jonathan Bernier. Puis ils sont dans la trentaine, puis il en reste moins qu'il y en a déjà eu derrière eux. Parle-moi un peu du développement des gardiens. Puis ce qui se passe au Québec, fais juste expliquer aux gens pourquoi on en a moins de gardiens qu'on en a déjà eu. Bien, il y a plusieurs raisons pour ça. Une raison, moi, que je trouve qui est primordiale, là, c'est l'aspect François et Benoît Allaire. Écoute, lorsque j'étais jeune, tous les gardiens de but du Québec qui voulaient persévérer au midget, au junior, collégial, peu importe, allaient toutes à l'école de hockey Cogent, à Rosemère-Sainte-Thérèse, et on était sur la patinoire avec François et Benoît Allaire. Écoute, c'était les deux qui contrôlaient, là, puis qui donnaient notre edge comme gardien de but québécois. C'était incroyable. Même lorsque j'avais 14-15 ans, j'étais allé comme pensionnaire, là, et que je me faisais dropper le dimanche soir. J'étais là toute la semaine. On restait là, dans les... il y avait un immeuble à côté, là, les pensionnats là, du collège qui étaient là, peu importe. Puis on était là toute la semaine. Puis écoute, c'était tellement bon. Puis là, après ça, lorsque je suis arrivé midget 3 junior, j'ai travaillé à l'école de hockey. Et là, j'avais des jeunes qui étaient un peu plus jeunes que moi, mais comme Roberto Luongo. Je me souviens, Mathieu Garon était là. Il y avait Marc-André Fleury était là. Jonathan Bernier était là. Et lorsque l'école de hockey Cogent, avec François et Benoît Allaire, a cessé d'exister, on regarde à peu près le milieu des années 90, là, 96, 97, je crois, là, dans ces années-là. Alors, ça vient un peu, là, les dates là, viennent un peu avec le manque de gardiens de but aussi, parce que les derniers qui sont allés à cette école de hockey-là, qui ont appris de François et Benoît, c'était Marc-André Fleury, Jonathan Bernier, puis après ça, ben ça l'a fini. Puis
Puis ça, je pense que ça l'a laissé un vide là, très, très grand au Québec lorsque François est déménagé puis s'est en allé à Anaheim avec les Mighty Ducks puis Jean-Sébastien Giguère. Benoît a pris la job à Montréal. Après ça, il est allé en Arizona. Et là, ça l'a fini. Après ça, Benoît s'est retrouvé à New York. Ça l'a fini là. Je pense que c'était là, probablement là, la raison la plus importante du manque de développement dans la fin des années 90 et les années 2000 du côté des gardiens de but au Québec. Aussi, deuxième raison, l'influence européenne. Je pense que les gardiens de but suédois, finlandais, russes, suisses ont vraiment pris un pas de l'avant avec le développement. La manière qu'ils ne forcent pas un gardien de but de 16 ans à jouer dans les ligues de 19-20 ans. Écoute, joue ton année U16, après ça, tu montes au junior, tranquillement, pas vite. On a le temps de te développer. Les Finlandais, les Suédois sont très, très bons dans ce côté-là. Nous, avec le Midget 3, le junior au Québec, on aurait dit que si tu n'es pas gardien de but numéro 1 à 17 ans dans le junior, ben tu n'auras pas la chance de jouer dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine parce que là, tu as manqué ta shot. Ben, écoute, faut ralentir ça un peu et être patient avec les gardiens de but. Tu peux avoir une bonne saison à 19 ans, puis après ça, jouer à 20 ans, puis après ça, peut-être te développer dans les ligues mineures. Mais on n'a pas la patience, puis on n'a pas le développement qu'on avait dans mon temps, dans les années 90 avec François et Benoît Allaire. Écoute, pour appuyer un peu ce que tu dis, là, entre 89 et 2008, 8 des 18 Vézina ont été gagnés par des goalers québécois. Puis maintenant, là, il y a 9 Finlandais dans la Ligue nationale cette année qui ont porté les pads là, pour une équipe de Ligue nationale. Il y a 9 Finlandais, 8 Russes, 5 Suédois, 4 Tchèques, 2 Allemands, 1 Danemark, 1 Latvia, 16 Américains, puis 2 Québécois. Tu sais, oui. Quand je regarde ça, probablement, c'est une question qui va venir pour toi, c'est comment qu'on pourrait faire pour un petit peu renverser ça puis ramener. Mais je vois aussi, je sais pas si tu as lu le livre Outlier, là, puis, tu sais, il parle de hotbeds. Puis on en a eu des hotbeds, ça veut dire que, tu sais, des modèles. Toi, tu as eu des modèles en tant que gardien de but, je veux être comme Patrick Roy, je veux être comme lui. Là, il reste Marc-André Fleury, il reste Bernier. T'sais, sur qui nos jeunes goalers regardent, bien, c'est Carey Price peut-être à Montréal, là, mais après ça, comment qu'on fait pour renverser ça, pour ramener la culture de gardien de but au Québec? Ouais, je pense que ça commence avec le côté midget et junior. Écoute, c'est sûr que moi, là, quand j'étais jeune, là, j'en parlais un matin avec un journaliste de l'Ontario, puis je disais, pas avant que j'ai eu là, 15 ans, que vraiment j'ai pensé, peut-être que je vais être pas pire dans le midget, puis peut-être que je vais être pas pire dans le junior aussi. J'avais aucune idée avant ça que le hockey, c'était pour me développer, pour essayer là, de me rendre jusqu'au bout. Là. Moi, je jouais mon hockey pour avoir du fun, je jouais au baseball l'été, je jouais au soccer, je faisais tout là, avant que j'aille 14-15 ans. Puis je pense qu'on doit continuer à développer des athlètes le plus possible. Puis lorsque tu as 15-16 ans, là, tu peux dire, OK, je suis un sport seulement et je me développe dans le sport qui est le hockey ou le baseball ou le tennis ou peu importe. Là. Mais avant ça, tu dois essayer plusieurs choses. Puis c'est important d'essayer plusieurs choses. Mais encore une fois, j'en connais beaucoup de jeunes de 16-17 ans qui ont une décision à faire. Et là, ils prennent la mauvaise décision, c'est d'être trop vite, là, de monter les étapes trop vite. Écoute, un jeune de Buffalo que je connais, qui avait eu l'offre de jouer à 16 ans dans la Ligue d'Ontario. Puis sa famille, il a dit, c'est le jeune qui va prendre la décision. Il a dit oui. Bien, l'année à 16 ans, il n'a pas joué aucun match. Il a été resté dans les estrades toute l'année. À 17 ans, il a joué une douzaine de matchs. Ça n'a pas très bien été. À 18 ans, il était un peu meilleur. À 19 ans, ça a bien été. Et là, à 20 ans, il a bien joué. Mais il a tellement perdu d'années de développement à 16, 17 et 18 ans, qui aurait pu jouer tiers 2, qui aurait pu jouer peut-être là, un niveau qui lui convenait mieux pour se développer, mais il était vraiment là, impatient, qui voulait monter dans le junior de l'Ontario à 16 ans, puis ça l'a vraiment freiné là, son développement. C'est le développement qui est important, puis comme je te dis, là, moi, là, si j'ai la chance, là, je partais en avion aujourd'hui, j'irai en Suède, en Finlande, j'irai en Allemagne, j'irai voir là, le côté développement, le progression, les jeunes, comment ils montent les niveaux.
puis il rush pas. Puis là, ben, tu as des gardiens de but qui arrivent dans la Ligue nationale à 23-24 ans, qui sont prêts, au lieu d'aller dans la Ligue américaine à 20 ans, 21 ans, qui sont pas prêts. Et là, ils ne font pas une grosse carrière. Bien, je t'amène sur un angle un peu différent là-dessus parce que les gardiens, c'est tout le temps une petite bébête différente. Hein? Ils ont leur propre entraîneur, sont dans les coins, ils sont pas dans un meeting d'équipe. Il ne faut pas que tu touches leur pad avant les games. En tout cas, mais veux pas, tu développes une relation puis tu as une proximité avec ton entraîneur qui travaille beaucoup sur la technique. Fait que comme tu dis, tu peux être un bon athlète, mais tu as une grande influence de ton entraîneur des gardiens. Oui. Et quand tu nommes, moi je l'ai connu en Allemagne d'une façon, puis on regarde ce qui se passe surtout au niveau des joueurs présentement. La Suède, la Finlande, leur structure qu'ils ont de base, même du hockey mineur, et la qualité des entraîneurs, et ce qui est requis, comment c'est rémunéré, la façon que c'est la structure qui est derrière tout ça, pour amener de la qualité aux jeunes le plus vite possible. Au bas de la pyramide, c'est la qualité au niveau des entraîneurs. Parle-moi de l'influence d'un entraîneur des gardiens et comment tu fais pour devenir un bon entraîneur des gardiens? Il y en a qui l'ont pas. Moi, je connais mon chum Olivier Michaud qui fait ça ici, qui se démène, qui est très populaire, qui va très bien, qui est très bon là-dedans. Mais c'est pas évident. Puis tout le monde peut un peu se partir de son côté pour être entraîneur des gardiens. Pour un jeune, c'est important d'être bien entouré. Très, très important d'être bien entouré. Puis Olivier fait une bonne job. Je pense qu'il y a Fred Chabot aussi qui fait du bon travail. Puis ça, c'est juste deux. Là. Il y en a des bons au Québec. Mais c'est difficile. Puis tu parlais, Max, des Américains. Une autre chose que je veux pointer là, sur le fait que les Américains commencent à aussi se dominer le côté des gardiens de but parce qu'ils ont l'avenue collégiale. Et là, tu arrives dans les rangs collégiales à 19-20 ans et tu joues jusqu'à ce que tu aies 22-23 ans. Et là, tu es plus mature, tu es plus développé physiquement, tu es meilleur, tu es un meilleur athlète lorsque tu arrives à les rangs professionnels à 23 ans. Je regarde un gardien de but comme Carl Peterson à Los Angeles. Écoute, il a joué 1 an junior, 4 ans à Notre-Dame, 2 ans dans la Ligue américaine. Là, il est rendu à 26-27 ans. C'est ses premières années dans la Ligue nationale, mais il est prêt pour la Ligue nationale. Alors, je pense que la patience, j'aimerais ça qu'il y ait une autre ligue, là, la Ligue junior majeure du Québec, qu'il y ait quelque chose d'autre pour ces gardiens de but-là, pour continuer à se développer sans avoir à aller jouer dans l'East Coast ou qu'ils se font comme reléguer là, à dire « t'es dans l'East Coast, tu ne perceras pas dans la Ligue nationale », c'est sûr. Alors, j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose d'autre. Côté entraîneur de gardien de but, c'est difficile parce qu'il faut que tu fasses attention. Tu veux développer la technique des jeunes, mais tu veux aussi développer le côté physique et surtout le côté mental. Benoît Allaire nous disait toujours à New York, il disait il y a 3 grands piliers d'une game de gardien de but, physique, mental, technique. Tu peux pas juste travailler sur un. Puis, habituellement, peut-être que tu as juste 45 minutes par semaine, et même peut-être même pas 45 minutes par semaine avec des gardiens de but. Tu vas focusser sur un des 3. Tu vas dire, on va travailler sur la technique pendant 45 minutes. Mais tu as besoin de plus de temps pour travailler du côté technique, physique et mental pour élever le niveau de gardien de but, le niveau de compétition de gardien de but que tu as avec qui tu travailles. Alors, c'est difficile. Tout le monde de moins en moins de temps dans la vie. Là. Écoute, j'ai 4 enfants, là, j'amène mon gars à la pratique là, j'amène mes filles là, j'ai pas beaucoup de temps, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais il faut essayer d'en donner plus, il faut essayer de trouver plus de temps pour pouvoir développer les 3 piliers du gardien de but, pas juste un aspect là, de ça. C'est tellement bien dit. Et pendant qu'on parle d'entraîneur de gardien de but, on est à Montréal. On a vu cette saison Stephen Wade qui a été remercié par la Canadienne de Montréal. Pendant ce temps-là, Marco Marciano qui prend les rênes avec Carey Price. Là, maintenant, Sean Burke est arrivé depuis la semaine passée. Pour un gardien de but là, comme Carey Price, d'avoir 3 différents entraîneurs de gardien de but, qu'est-ce que ça signifie pour lui, tu crois, si tu es capable de te mettre dans ses pads? Et en même temps, Sean Burke, tu as joué avec lui. Qu'est-ce qu'il peut amener à Carey Price? Premièrement, là, pour Carey Price, c'est sûr que c'est difficile. Je pense que lui et Stephen Wade avaient une très, très bonne relation mais des fois, là, après 7-8 ans, tu le sais, là, avec les entraîneurs, si tu étais avec le même entraîneur pendant 4, 5, 6 saisons, des fois, le message passe moins bien ou tu te sens trop confortable. Tu as besoin d'un choc physique et mental. Puis des fois, ben, c'est la décision qu'une organisation doit prendre. Écoute, Glenn Sater venait toujours dans la chambre, nous autres, puis il disait aux joueurs, vous autres, les joueurs, là, je peux pas vous envoyer chez vous, mais si j'ai besoin de vous choquer puis de vous donner là, un boost d'énergie, ben, je vais congédier les entraîneurs, puis vous allez voir, ça va être de votre faute, tout ça. Ben, des fois, c'est la seule
La seule option que tu as, c'est de changer quelque chose dans l'approche de pratique et le discours que le gardien de but reçoit. Et je pense que c'est là que Marc Bergevin était, parce que Stéphane Waite, c'est un des meilleurs dans la business. Mais Sean Burke, c'est pas un mauvais non plus. Écoute, Sean Burke, il a dû redécouvrir sa carrière en Arizona. Avec qui? Avec Benoît Allaire. Alors, Benoît Allaire travaillait avec Sean Burke. Et là, Sean Burke a appris tout ça et a développé sa propre approche du côté gardien de but. Et là, il y a Mike Smith en Arizona. Mike Smith devient un super gardien, a changé un peu son approche, sa technique. Devin Dubnyk, qui avait plus de place dans la Ligue nationale. Edmonton ne le voulait plus, Nashville ne le voulait plus. Il était à Montréal en 2013-2014 comme 4e gardien de but dans les séries. Écoute, le monde ne s'en souvient même pas. Il s'en va en Arizona. C'est Sean Burke qui l'a replacé. Et après ça, Dubnyk s'est fait échanger à Minnesota et il a bien performé là, dans les dernières années avec l'approche et l'enseignement de Sean Burke. Moi, je pense que je le vois déjà de Carey Price un peu, quelques changements. Essayer de rester sur tes patins, rester debout plus longtemps possible. Puis ça, c'est un peu à la base de tout. Là. Lorsque je vois un gardien de but qui est à genoux tout le temps, je me dis, pas qu'il est rendu lâche, mais il prend des raccourcis. C'est plus facile d'être à genoux. C'est plus facile d'être au ras la glace. Mais de revenir sur tes patins et de travailler debout, c'est plus difficile, mais c'est plus effectif. Alors, ça va être la première chose que Sean Burke va faire et c'est ce que je vois un peu du côté de Carey Price. Deuxième chose aussi, c'est les pratiques. Écoute, moi, je me souviens, Carey Price a toujours été de même. C'est un gars qui, dans les pratiques, est un peu nonchalant. Mais, écoute, il performe tellement bien dans les matchs que tu te dis, bon, ben, on va le laisser faire ce qu'il fait dans les pratiques, ça marche. Mais là, dans les 2 dernières années, la nonchalance des entraînements deviennent un peu là, dans les matchs, et là, tu as besoin de changer ça. Puis c'est sûr que c'est difficile pour un gardien de but d'avoir un entraîneur de gardien de but pendant 8-9 ans, et tu fais la même chose à tous les pratiques, et là, lui, il vient de dire, faut que tu sois plus intense, voyons, on a fait ça pendant plusieurs années, tout va bien. Mais si tu as un nouveau gars qui rentre et qui dit faut être plus intense, faut que tu travailles plus fort dans les pratiques pour que ça s'amène dans les games, là, c'est différent. Je pense que c'est cette approche-là là, que Sean Burke va avoir avec Carey Price, puis c'est ça que Marc Bergevin voulait. T'en as-tu déjà eu un entraîneur des gardiens que tu n'étais pas capable de sentir? Tu sais, des fois, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Hein? Puis là, tu arrives d'une place où il y a un changement ou quoi que ce soit, tu soignes en quelque part puis tu ne connais pas trop la personne parce que ça devient tellement une relation intime rapidement. Tu sais, quand tu ne peux pas te cacher, tu es one-on-one. Est-ce qu'il y en a eu, c'est déjà arrivé, sans nommer de nom, mais c'est-tu déjà arrivé une situation où tu fais « Ah, tabarouette, non, ça me tente pas. » Nommer des noms, ça me dérange pas. Oui. Écoute, je te dis pas rien que je dirais pas à la personne comme tel. Écoute, j'en ai eu 5-6 entraîneurs de gardiens de but. J'étais avec Mitch Korn à Buffalo à tout début. Mitch Korn, c'est un des meilleurs. Écoute, il était à Washington. Il a remporté la Coupe. Là, il était avec les Islanders, avec Barry Trotz. J'ai suivi Barry Trotz à Nashville, Washington Islanders. C'est un des meilleurs. Je l'ai aimé. J'ai eu Jim Corsi, que j'ai aimé beaucoup. Jim Corsi, c'est un gars de Montréal. J'ai beaucoup aimé à Buffalo. Régent Lemelin avec les Flyers, j'ai beaucoup aimé. Benoît Allaire avec les Flyers, j'ai beaucoup aimé. Avec les Islanders, c'était un peu plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on en avait 2. On avait Soddy Mirage, puis on avait Mike Dunham. OK? Puis il était complètement différent. Puis j'avais Scott Gordon, qui était un ancien gardien de but, qui était coach. Puis j'avais Garth Snow, qui était un ancien gardien de but, qui était directeur général. Il y avait trop de gardiens de but. Il y en avait trop. Il y a des messages différents. Alors, un matin, tu pratiques avec Soddy. Puis Soddy, lui, était technique. Ah ouais, on travaille sur la technique ici. La semaine d'après, c'est Mike Dunham qui est en ville. Dunham, lui, c'est un gars plus là, sur le field, puis des two-pad stacks, puis des poke checks, puis des plongeons, puis tout ça. Là, tu sais pas, là, quand il n'y a pas de coach de goaler, Scott Gordon, il vient de parler, puis il dit « Il faudrait que tu fasses ci comme ça. » Écoute, c'était trop, là, genre, j'étais pas capable. J'ai eu une mauvaise saison. Bruno, j'étais tellement chanceux que tu étais avec moi parce qu'au moins, hors glace, on avait du fun. Mais une mauvaise saison, c'est à glace parce qu'il y avait trop de messages différents qui venaient de chaque bord du côté. Alors ça, là, ça a été une... Puis ça dit, c'est un bon entraîneur de gardien de but, puis Mike Dunham aussi. Mais les deux ensemble, ça ne fitait pas, puis ça ne fitait pas pour moi. T'as pas joué... il n'y a pas eu de saison en 2004-2005. Après ça, il y a eu l'autre lockout aussi en 2012, une saison écourtée. C'est comment pour un gardien de but ne pas jouer pendant des longueurs comme ça? Est-ce que c'est différent qu'un joueur, d'après toi?
Oui, surtout si tu es le gardien de but numéro 1, puis là, tu dois jouer beaucoup de matchs. Les 2 saisons écourtées, au retour au jeu, j'étais pas le gardien de but numéro 1. En 2004-2005, j'ai pas joué pantoute. En 2005-2006, c'est Ryan Miller qui est arrivé à Buffalo, qui était nommé gardien de but numéro 1 lors de la saison 2005-2006. Je pense que j'avais seulement joué un des 10 premiers matchs de la saison cette année-là. Alors, j'ai eu le temps de me reprendre, tu sais. Mais comme gardien de but numéro 1, si tu joues pas pantoute, et là, tu te dois de jouer là, des matchs là, 4 en 5 tout de suite en début de saison, 8 en 10. C'est tough, c'est très, très tough. C'est peut-être une erreur que j'ai faite, surtout lors de la saison 2004-2005, que je n'ai pas été joué en Europe nulle part. Écoute, c'est sûr, côté familial, mon gars, mon premier là, est né en l'été 2004, alors je voulais pas partir, je voulais être à la maison, puis ça, je comprends ça, puis le monde comprend ça aussi. Mais côté hockey, quand je suis revenu là, au début de la saison 2005-2006, ça m'a pris un bon mois, là, quasiment 2 mois. Puis, on avait eu un camp d'entraînement normal. Là. On a eu un camp d'entraînement de 4 semaines, des matchs préparatoires et tout. Mais ça m'a pris un autre mois. C'est pas avant le milieu novembre là, que je me sentais là, comme si j'étais correct. Ouais. Et là, cette année, on le voit, certains gardiens de but ont de la misère. Les moyennes, les taux d'efficacité ont baissé. Les moyennes ont remonté cette année. Je pense que la saison... la pause l'année passée et la saison qui n'a pas commencé avant le mois de janvier est une bonne raison pour ça. Puis, je pense que ça met en évidence la forme physique. Tu sais, ça a tellement évolué, la position de gardien. Tantôt, tu as parlé des 3 aspects. Là. Puis, tu as l'aspect physique là-dedans, qui est juste être en bonne forme, être un athlète. Puis ceux qui le sont, puis moi, c'est là que je vois les succès de Marc-André Fleury. C'est à travers quand il y en a que c'est un peu plus difficile. Lui, il est tellement en forme. Mais tantôt, tu parlais peut-être de Sean Burke qui demande à Carey Price de rester un peu plus sur ses patins, puis que c'est un peu plus difficile. C'est demandant. Dans un calendrier chargé, quand tu es gardien numéro 1, est-ce qu'il y a d'autres façons pour un gardien d'aller sauver de l'énergie? Exemple, est-ce que Sean Burke peut arriver et dire « Hey, Carey, je sais que tu aimes ça jouer la rondelle, là, mais reste dans ton net. » Tu veux essayer de gérer cette énergie-là? Je pense que gérer l'énergie, c'est pas dans les matchs, c'est dans les entraînements hors glace. Puis, à un moment donné, ça devient encore plus mental. Parce que physiquement, là, c'est tous des spécimens là, physiques. Écoute, il y en a juste là, quelques-uns dans la Ligue nationale. Puis, moi, j'en étais un, à 6 pieds 2, 170 livres, là, qui n'était pas un spécimen physique. Mais il y en a, c'est tous des spécimens. C'est tous des gars physiquement qui sont capables. Mais c'est plus mentalement, surtout pour un gardien de but, que là, la fatigue mentale rentre. Puis là, tu deviens un peu tout croche. Tu sais, tu penses pas la game et tu réagis pas la game comme tu devais le faire. Alors ça, c'est l'aspect vidéo, l'aspect conversation, l'aspect là, de faire de la visualisation au lieu d'aller sur la glace pour une pratique ou de faire du vidéo. Écoute, Henrik Lundqvist, c'était un des gardiens de but avec qui j'ai joué qui travaillait le plus fort. Là, c'était incroyable. Il était toujours le premier sur la glace, le dernier sorti. Puis à un moment donné, là, John Tortorella puis Benoît Allaire sont allés voir, ils ont dit, garde, là, Hank, aujourd'hui, prends une journée de congé, là, va pas sur la glace. Fais du vidéo avec Benoît, fais un petit peu de bicycle juste pour le lactic acid puis tout ça, mais on n'a pas besoin de toi sur la glace. Puis là, ben Henrik, il était plus jeune non plus, alors il a dû comprendre que c'était important pour lui. Je pense que c'est un peu la même chose pour Carey Price présentement, c'est qu'il se doit d'avoir des journées de congé, des matchs de congé, puis il faut qu'il mentalement il soit prêt pour ça. Parce que souvent, les gardiens de but vont dire « je perds le feeling de la game ». Ouais, ben le feeling, là, va falloir que tu le reprennes d'une manière ou d'une autre parce que sinon, tu vas être trop fatigué à la fin de l'année, tu ne donneras plus rien. Une saison normale de 82 matchs, un gardien de but numéro 1 comme Carey Price, pour toi, c'est quoi le nombre magique de matchs qui devrait être devant le filet? 55 à 60. Écoute, la meilleure année, là... que j'ai joué avec Henrik Lundqvist à New York. Lundqvist n'avait joué 60... 62, je n'avais joué 20, je pense, ou 60-22, je pense. Le split, là, c'était 1 sur 4. Et moi, là, comme adjoint, j'avais une game sur 4, une game sur 4, une game sur 4. C'est 25 des matchs. Je pense que c'est très, très important, premièrement, pour ton adjoint d'être dans un match régulièrement, mais aussi pour avoir un plan pour ton gardien de but numéro 1
de 55 à 60 matchs, je pense. Puis à toutes les années, je pense que ça baisse. Lorsqu'il y a 5-6 ans, je disais 65. Il y a 2 ans, je disais 60. Puis là, cette année, je dis c'est 55 à 60. Alors, je pense qu'il y a trop de bons athlètes et trop de bons gardiens de but dans la Ligue nationale à avoir là, des Dominique Hasek, puis des Patrick Roy, des Curtis Joseph et des Martin Brodeur qui jouent 72, 75 matchs par année. Ça n'arrivera plus, ça. C'est impossible. Alors, je dis 55 à 60, c'est le chiffre là, que je te donne en 2021. En 2024, peut-être que je vais te dire 50 matchs pour un gardien de but numéro 1 parce que les gardiens de but sont tellement meilleurs. Là. Puis toi, est-ce que tu as un feel? Admettons, tu es entraîneur là, des gardiens de but de l'équipe, tu es Sean Burke, tu dis-tu, toi, là, on regarde le calendrier, là, c'est ces matchs-là, Allen est là, Price est là, Allen est là. Est-ce que c'est déjà fait à l'avance ou tu y vas, tu peux ajouter les choses puis tu donnes un feel plus? T'ajustes un peu les choses, mais je pense que tu regardes à peu près une couple de semaines. Tu regardes 2 semaines et tu dis, OK, là, surtout, là, ils jouent 7 à 8 matchs là, en 2 semaines. Ils jouent 15-16 matchs par mois. Alors, tu regardes les 2 prochaines semaines et tu mets là, les matchs spécifiques pour genre Jake Allen à Montréal. Mais quelque chose que la Ligue nationale et les entraîneurs ne font pas souvent, puis moi, je pense que c'est là que je changerais un peu là, la cédule, c'est que je donnerais beaucoup plus de matchs là, back-to-back, d'un vendredi soir, samedi soir, à Carey Price, et ne pas lui donner le lundi ou le mardi prochain. Lui donner 5-6 jours de repos. Tu lui donnes vendredi, samedi, et il ne joue pas avant jeudi de la semaine d'après. Au lieu de jouer vendredi, joue pas samedi, joue encore mardi, joue jeudi. Ça vient trop vite. Je pense que de donner un back-to-back, écoute, on le faisait dans les Ligues américaines, on jouait 3 en 3, puis moi, j'aimais ça. Je me sentais dans le game, puis là, j'avais la semaine de congé. Et là, ça me donnait la chance de, si j'avais des bobos, de vraiment les soigner ou de relaxer, prendre une journée congé complète là, sans venir à l'aréna. Alors, je pense que ça serait là, l'option que je regarderais là, dans la Ligue nationale présentement, de donner peut-être une séquence back-to-back plus souvent à mon gardien de but numéro 1 pour lui donner un plus long repos par après. Et les jours sont comptés avant que tu sois directeur gérant. Peut-être pas des Nordiques, là, quand je regarde ton linge présentement, écoute, mais directeur gérant dans la Ligue. Peut-être des Nordiques, on ne sait pas. Hey, mais moi, je veux savoir, d'abord, ta vision. Là, tu dis que les choses évoluent, les choses avancent. Ta vision des statistiques avancées. Parce que, veux pas, toi, tu jouais d'une époque où c'était le pourcentage d'efficacité puis la moyenne, puis c'est tout, hein, les victoires, puis c'était simple comme ça. Là, maintenant, on voit ce que Steve Valiquette fait à New York. Toutes les statistiques, toute l'analyse sur chacun, la valeur des lancers que les gardiens reçoivent, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ces statistiques avancées-là, puis ta vision là, selon ça, puis selon ce qui est important pour un gardien? J'aime beaucoup, beaucoup les statistiques avancées, mais je suis surtout, là, comme quand j'étais gardien de but, j'étais pas un gardien de but debout et j'étais pas un gardien de but papillon, j'étais un gardien de but hybride. Et je pense que c'est la même attitude que j'ai lorsque je regarde les statistiques avancées. 2 raisons pour ça. 1, il y a beaucoup, beaucoup de sites Internet et de compagnies qui font des statistiques avancées et leurs statistiques sont complètement différentes. Une compagnie peut regarder une chance de marquer ou un lancer qui devrait marquer et une autre compagnie peut dire non, on ne donne pas ça une chance de marquer, c'est une chance C ou B, c'est pas une chance A. Alors, ça change de compagnie à compagnie, alors tu dois faire attention à ça. Beaucoup de monde, nous autres, on travaille avec SportsLogic à Buffalo avec les Sabres et avec le MSG, la couverture des matchs des Sabres, mais il y a d'autres sites Internet. Tu peux aller sur Natural Stat Trick, tu peux aller sur plusieurs autres et les données sont différentes. Alors, c'est pour ça que le fait que tu sois là lors des entraînements, que tu regardes le match, que tu prennes tes notes et tu revises tes notes et tu dis c'est quoi qui s'est passé le dernier match. De dire que les Bruins de Boston contre le Canadien, les Bruins avaient 15 chances de marquer, le Canadien avait seulement 7. Bon, ben, ça l'aide à te donner une idée de ce que le match a été. Mais quand tu regardes tes notes et tu dis, oui, mais les 7 chances du Canadien, c'était 5 échappés et 2 chances sur l'avantage numérique. Et Boston, c'était différent. Alors là, ça te donne une étape différente, ça te donne un clin d'œil différent sur ce qui est passé dans le match. Alors, ça, c'est là. Moi, j'haïs le monde qui sont contre les statistiques avancées, puis j'haïs le monde qui sont seulement pour les statistiques avancées. Écoute,
il y a un happy middle là, qu'on devrait tout être là-dedans. Puis c'est là que je me tiens. Alors, j'adore les statistiques avancées. Oui, c'est bon pour le hockey, c'est bon pour les joueurs, c'est bon pour les entraîneurs, c'est bon pour les partisans, c'est bon pour tout le monde. Mais il faut aussi que tu sois capable de regarder la game et les mettre dans un contexte qui soit apprécié pour tout le monde. Il faut être balancé. Si tu veux faire dire ce que tu veux à des chiffres. Puis des fois, il y a des statistiques avancées. Il faut que tu lis 3 fois pour comprendre vraiment c'est quoi dans le match. C'est pas évident. Hey, Martin, oui, puis il y a une chance de marquer, là, un lancer de l'enclave. OK. Un lancer de l'enclave, ben là, certaines personnes ont la ligne et juste sur la ligne, alors ils disent « Ah, c'est pas un lancer de l'enclave ». Ben oui, mais à la fin du match, là, si tu en as 5 de ces lancers-là, c'est différent. Moi, un gardien de but, là, peut-être que le lancer, il n'est pas de l'enclave, mais il est sur le bord de l'enclave. Moi, je prends ça comme une chance de marquer. C'est pour ça que je me souviens avec les Rangers, le New York, le John Tortorella, Mike Sullivan, ils prenaient les chances de marquer qu'eux autres, là, sans d'autres données. C'est les entraîneurs qui décidaient à la fin du match ce qui était le nombre des chances de marquer parce qu'ils voulaient qu'il y ait quand même là, une constance dans les chiffres durant la saison. Oui, ça fait beaucoup de sens parce qu'il ne faut pas oublier, sans les dénigrer, c'est des monsieur, madame qui sont dans les estrades, les statisticiens de la Ligue, et chaque endroit, c'est des personnes différentes qui prennent les stats. Donc, des fois, là, il y a des gens qui vont compter les lancers différemment, les face-off aussi, les mises au jeu. Moi, j'étais assez fâché des fois dans ma tête. Je faisais une période, j'étais 4-1, puis finalement, j'étais 1 4. Faut que ça matche, hein? Faut que ça matche. On avait pris 5. Hey. Mais ça dépend des places, mais c'était drôle, ça, parce que tu le savais, tu allais dans un aréna, puis tu le savais, ici, on n'aura pas de lancer, ou ici, on va avoir beaucoup de mise en échec. Puis là, tu allais jouer contre, je sais pas, moi, exemple, tu s'en vas jouer à Boston, mais tu le sais qu'ils vont inscrire 45 mises en échec pour l'autre côté. À chaque bruit, il y a une mise en échec de données. Chaque amphithéâtre statistique. C'est drôle, là. L'autre fois, là, je regardais les statistiques après 2 périodes, les mises en jeu. Les Sabres avaient 19 victoires, 20 défaites. L'autre équipe avait 19 victoires, 20 défaites. Écoute, c'est quoi? 2 joueurs de centre qui ont perdu la même mise en jeu? Ça arrive. Ça arrive. C'était tellement mauvais qu'il dit les deux, c'est perdu, ça. Hey, Martin, écoute, c'est tellement intéressant. C'est un petit peu trop sérieux à mon goût. Moi, j'ai appris la semaine passée, ça fait 25 ans que je suis meilleur ami avec Bruno Gervais. Puis j'ai appris que Bruno Gervais, il frisait. Ses cheveux frisaient. Okay? C'est un gars plein de secrets, Bruno. Je sais que tu as joué avec lui. C'est quoi ton anecdote favorite sur mon chum Bruno? Qui peut se compter? L'anecdote favorite, ben je pense que c'est... il y a un soir, après un match des Islanders au Coliseum à Long Island, moi, j'avais une BMW rouge là, qui était à sport, puis j'ai pas été capable de sortir de l'aréna. J'ai voulu monter à la rampe, là, il y avait trop de neige, c'était de la glace, j'ai pas été capable de sortir. Fait que j'étais allé coucher chez Bruno ce soir-là. Puis je vais te dire, là, on s'est pas couché de bonne heure. On s'est couché pas mal tard. Puis Bruno, c'est le genre de gars que si tu vas chez eux, c'est comme si tu fais partie de la famille. Tu fais partie de la maison, t'es là, voyons, y va. Fait que moi, je me lève en milieu de la nuit, puis, tu sais, je m'en vais prendre une bouteille d'eau dans la cuisine, peu importe. Puis moi, ben, tu sais, je couche en boxer. Fait que je me promène en boxer. Je suis chez Bruno. Écoute, je me promène en boxer. Puis Bruno, lui, il a pas de problème avec ça. Tu sais, comme j'ai dit en début, on a pris notre douche ensemble. C'est pas grave. Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas juste Bruno dans la maison. Là. Écoute, sa blonde, dans le temps, elle était là. Ben là, c'est sa femme à cette heure. Fait que Mel est là. Fait que là, je me rends compte, hey, je suis pas chez nous. Puis si elle la sort en même temps de sa chambre, j'étais en boxer, là. Fait que là, je me suis sauvé vite dans ma chambre. Puis je suis allé me cacher. Tu sais, j'étais peut-être un peu sous aussi. Là. Peut-être, c'est ça qui est arrivé. Là. J'avais besoin d'un Gatorade. Là. Mais mettons que Bruno, c'est le genre de gars, écoute, welcome toujours là, avec toi. Fait que je savais pas qu'il frisait, par exemple. Là, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu vois, j'ai des secrets tout le temps. Mais quand j'ai dit, justement, Mélanie te salue, puis j'ai dit à ma femme que c'est toi qui venais, puis elle riait parce qu'un de ses premiers souvenirs de Martin, puis on l'a adoré, Martin, il venait à la maison de temps en temps, puis maintenant, on a une sortie d'équipe, puis je sais pas, d'après moi, tu vas t'en rappeler, tu as une excellente mémoire, mais on a une sortie d'équipe, on finit, mais on avait un autobus, puis on revient tout le monde ensemble. Puis, tu sais, des fois, jeune couple, après quelques verres, moi et Mel, on s'obstine. On s'obstine. Puis là, elle se fâche. Puis quand tu deviens dans une optique que personne ne te comprend, tu t'en fous un peu. Tu es toute seule. Puis là, elle se met à m'obstiner. Puis là, elle me varlope un peu. Puis là, tu sais, on a un petit varlope en français. En français, c'est ça. Français. Puis à un moment donné, elle dit, de toute façon, personne ne comprend ici. Mais Martin, t'es assis à côté de moi.
Je dis, ouais, tout le monde sauf mon goaler. Puis là, je pointe Martin qui est à côté. Martin, il est là, il dit, salut, Mel. Ah non! Ça a coupé l'argument, là. Je vous aime les deux, je vous aime tous les deux. Non. Mais je vais te dire, Max, moi, je te connaissais pas beaucoup, Max. Puis la seule, je t'haïssais parce que on retourne aux séries éliminatoires en 2008-2009. Puis on est en avance lors du match numéro 6. Je viens de jouer un gros match à Pittsburgh, un blanchissage lors du match numéro 5. Vous menez 3-2. On est en avance dans le match, je pense que c'est 2-1. Et là, Dan Carcillo décide qu'il veut se battre contre toi. Bonanno, de se prendre une bataille quand on est en avance de 2-1. Tu lui fais le knockout, puis tu lui fais le chut. Tu fais le chut à tout le monde à Philadelphie. Ben, on a perdu cette game-là. Vous avez gagné la Coupe Stanley, puis j'ai jamais rejoué à Philadelphie après ça. Fait que je t'en voulais un peu. Okay? Mais là, quand j'ai joué avec Bruno, on s'en vient jouer à Pittsburgh. Puis Bruno, il dit, viens avec moi, on va aller voir Max, là, et on va aller au petit pub. Puis Bob Bissonnette était là. Puis moi, je connaissais pas Bob non plus. Alors, j'ai dit, OK, je vais aller avec toi, Bruno. Vraiment, ça me tente pas d'y aller parce que Max, je l'aime pas bien, mais c'est pas grave, je vais y aller quand même. J'ai tellement eu de fun avec toi, Max, là. Puis Bob, il a chanté, il a sorti la guitare, puis il a chanté. Puis je pense que son album n'était pas encore sorti, mais vous l'aviez, genre, sur CD. Alors, vous m'avez fait écouter l'album, la toune de Chris Chelios, ça, je m'en souviens comme si c'était hier, puis tout. Fait que j'ai vraiment trippé. J'ai eu du fun, puis je vais toujours me souvenir de ce soir-là à Pittsburgh. Le soir avant un match, je sais que moi et Bruno, on aurait dû être à l'hôtel un peu plus de bonne heure. Et on a eu du fun. Puis je jouais pas le lendemain, c'est pas grave, je jouais pas, c'est pas plus grave que ça. Mais Max, j'ai eu beaucoup de plaisir avec toi et j'espère qu'on va être capable de le refaire parce qu'avec Bruno et toi, on avait du fun. Ah, c'est sûr. Puis c'était ça mon truc. Hein. Moi, quand je jouais contre d'autres joueurs des autres équipes comme Bruno, je la mettais chez nous. Puis moi, je pensais que tu gaulais le lendemain. Fait que j'essayais d'avoir les meilleurs joueurs de l'autre équipe. C'est ça, hein, les meilleurs joueurs. Oui, j'ai les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs de l'autre équipe, c'est ça. Je buvais de l'eau, je donnais de la vodka. Je disais à Bob Sonnette de m'occuper de mes chums. Il le faisait si bien. Puis non, c'était une belle soirée. Des beaux souvenirs. Un méchant party, c'est fun. Hey, mais Martin, t'as d'autres, parce que là, je veux qu'on en profite dans ces anecdotes-là, parce que tu as joué avec un collègue à RDS, qui est toute une bébête aussi, un spécimen qu'on adore, Éric Bélanger. Tu as joué avec lui, puis Belly est adoré partout où il va, puis c'est un gars avec bien de la couleur. Tu as joué avec lui. Parle-nous donc de notre chum Belly. Belly, j'ai joué avec, là, junior, hein, avec les enfants de Beauport. Puis Belly, il avait 17 ans, mais c'était un jeune 17 ans. Fait qu'il était au secondaire. Nous autres, on était tous au cégep. Lui, il était au secondaire. Il était le king de son secondaire, je vous dis, là. Il revenait, là, puis il disait, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis pas allé à mes cours. C'était le king du secondaire. Écoute, on a tellement ri avec lui. Il y avait une vieille Volkswagen, puis je me souviens plus si c'était une Jetta ou peu importe, là. Mais Belly, il rentrait jamais dans son char du côté du conducteur. La porte du conducteur, je sais pas ce qu'il y avait, elle était toujours barrée, elle ouvrait pas. Fait qu'il fallait qu'il rentre du côté du passager. Là, on était là, Belly, c'est quoi tu fais? Ah non, ma porte est correcte, j'aime mieux rentrer de ce côté-là. Tu sais, il est menteur, le tabarouette, là. Fait que lui, il arrêtait pas de nous conter des histoires, là, tout gauche, tu côté son char, sa Volkswagen. Tabarnouche, il était tellement drôle. Mais ce que vous sachez, peut-être vous le savez, mais Belly, c'est un gars qui aime chanter. Puis, il se trouve bon. Fait qu'à la fin de notre première saison, Belly était supposé faire le talent show à l'école secondaire. Puis, il y avait Yannick Tremblay, défenseur, Yannick Tremblay qui a joué avec Atlanta et tout, qui était supposé jouer de la guitare pour Belly au talent show au high school à Beauport. Puis là, ben, il voulait pas laisser Yannick Tremblay jouer de la guitare parce que c'était pas un étudiant à l'école. Fait que Belly a dit, moi, je le fais pas, le talent show. Je le fais pas, je veux mon gars avec moi, sinon je le fais pas. Fait qu'ils ont dit, bon, ben, tu le fais pas. Mais là, je me souviens plus c'est qui était journaliste à TQS, Télévision 4 saisons à Québec dans le temps, a comme su que Bélanger aimait chanter puis que Yannick Tremblay était bon en guitare. Alors, à la fin de la saison, ils ont comme fait un petit enregistrement de Belly qui a chanté Stand By Me. OK? Stand By Me avec Yannick Tremblay à la guitare. Puis là, ils ont mis des faits saillants de notre saison sur la chanson. Puis ils ont passé ça aux nouvelles. Écoute, le gros, là. Je vais demander à mes parents s'ils en ont une copie à la maison parce que c'était tellement
je peux même pas dire que c'était mauvais. C'était bon, mais c'était tellement quétaine, là, c'était incroyable. Écoute, on va demander à nos recherchistes ici à RDS de trouver Trouver Stand By Me, Éric Bélanger et Yannick Tremblay à TQS en 1994. Écoute, peut-être, non, c'était 94-95. Fait que c'est ça, oui. Fait qu'il a fait une carrière dans la Ligue nationale, mais il rêvait d'une carrière de rockstar. Ça, c'était son vrai rêve. Il voulait être un rockstar. Exactement. Tu sais, c'était comme... tous les joueurs de hockey veulent être rockstar, puis tous les rockstars veulent être joueurs de hockey. Hein, c'est le même que ça marche. Hein, mais non, Belly, c'était un maudit bon gars. Écoute, j'ai toujours... sa famille était toujours là au game. Son frère, mes parents connaissaient ses parents comme il faut. J'ai super bien aimé jouer avec Belly. Puis après ça, dans la Ligue nationale, ben écoute, je jouais toujours contre lui. Puis il était toujours dans ma face, puis il était toujours arrogant, puis il avait toujours quelque chose à dire, puis il était fatigant, le Belly, je dois te dire, il était fatigant. Hey Marty, sais-tu quoi? J'aurais tellement aimé ça, jouer avec toi. C'est un des regrets de ma carrière, mais on se reprendra. C'est vraiment gentil d'avoir pris ton temps. Oui. On en a appris beaucoup sur les gardiens de but. Moi, c'est tellement intéressant parce que des fois, c'est des choses qu'on se pose pas les questions comme un gardien de but se les pose. Puis, tu es capable de l'expliquer très bien. Donc, merci beaucoup pour ton temps, les belles anecdotes sur Bruno. Ouais. On a hâte de te revoir, mon Marty. Avec une coupe de bière, il y en a d'autres anecdotes qui vont sortir aussi. Fait que, la prochaine fois, en personne, avec une coupe de bière froide, puis peut-être une vodka aussi. Là, peut-être que ça va Gardez ça léger. Ouais. Le segment Marty Biron After Dark. Ça serait écœurant. Absolument. Merci, les boys, n'importe quand. À bientôt, Marty. Ça serait le fun, un After Dark. Ah, ben ça aurait beaucoup plus de valeur, là. Ouais. Les vraies histoires, ça. Exactement. Mais c'est drôle parce qu'il n'a pas changé une miette. Comme coéquipier, il était pareil. C'est le gars, tu sais, comme quand tu parles d'un deuxième gardien ou d'un vétéran dans une équipe, là, il avait tout le temps le sourire aux lèvres. Il était super intéressant dans n'importe quoi, que ce soit avec l'association des joueurs. Et comme je te disais, n'importe quel sujet, il était... Tu sais, c'est un gars qui se stimulait avec bien des choses, qui voulait en apprendre sur bien des choses, qui traitait tout le monde avec énormément de respect. Fait qu'il y avait ces mêmes... Tu sais, il allait prendre le temps d'avoir une conversation avec n'importe quel thérapeute, n'importe quel gars d'équipement, le gars d'équipement de l'équipe, visiteurs, le gars de sécurité, le garde de sécurité. Un Bill Guérin. C'est un Bill Guérin, exact. C'est un excellent exemple. C'est sous-estimé. C'est sous-estimé dans une équipe de hockey, dans une organisation, dans une compagnie, le leadership. Tu sais, quelqu'un comme ça, là, non seulement qui amène des performances, mais qui est capable d'amener du positivisme, qui est là chaque jour, qui est chanceux d'être là. Mike Polino, un des entraîneurs que j'ai eu en Russie, disait toujours « l'aréna devrait être une destination ». Comment tu rends l'aréna une destination? Bien, c'est en ayant des gars comme ça, qui sont le fun, qui ont le plaisir, qui vont amener des choses différentes. Tu sais, c'est un gars comme ça que ça prend Buffalo dans l'organisation. Mettez-le quelque part au deuxième étage. Puis lui, là, il va rendre meilleur le gars qui va vendre l'étiquette, le gars qui va ouvrir la porte de sécurité, qui va avoir un sourire dans son visage, puis qui va dire bonjour à tout le monde, puis les joueurs vont le ressentir. Ça, c'est con, là, ça peut paraître très, très, très loin dans l'hiérarchie d'une équipe. Là. On passe de leader, de Carey Price, de qu'est-ce que Weber fait, c'est très important. Mais à la fin de la journée, ça prend les joueurs de soutien en l'entour de ça qui font qu'une organisation va avoir ce plaisir à être là, puis qui va finir par gagner. J'ai hâte que ce soit le directeur gérant. Puis justement, quand je l'ai appelé hier pour parler un peu de ça, puis de l'entrevue, il me posait des questions sur Guy Boucher. Tu sais, as-tu l'intention de coacher encore? Fait que d'un coup, il va être au deuxième. Des rumeurs? Je pars des affaires. Il va amener, je pense, toute la gang d'un autre angle. Là. On va aller coacher, là, on va les ramener. Eh oui. Parce qu'on parlait, j'ai posé des questions sur notre ami, ancien coéquipier, Carlo Posso. Ouais. Il a passé à travers bien des choses dans les dernières années, puis c'est pas évident pour lui. Fait qu'on parlait un peu de comment Oki allait, puis de tout ça. Puis il me posait des questions sur Guy. On va y aller coacher cette équipe-là, on va les ramener droite. On va aller casser des tables en regardant les matchs des Bills. Ça va être malade. Ça va être malade, j'ai hâte. Mais puis quand une autre affaire comme coéquipier, il y en a de la jasette en Martin, puis j'adore ça. Mais ça à glace, c'est la même affaire. Fait que d'une pratique, tu ne pouvais pas être dans un... Tu peux pas être grumpy, tu peux pas être dans une mauvaise pause. Peu importe ce que tu faisais, tu lançais, puis si tu ne marquais pas, tu n'entendais parler tout le temps que tu allais te replacer en ligne, puis là, il t'écœurait, puis là, il arrêtait l'autre rondelle, puis il continuait à te jaser, puis là, il jasait à l'autre. Il amenait tellement d'énergie, c'était le fun. Bien, c'est un des gardiens de but sur la ligne rouge aussi, pendant la période d'échauffement, qui s'amusait à jaser. Ouais. Avec moi, tu sais, je me stretchais tout le temps proche de la ligne rouge, avec Fleury, tout ça. Hey boys, comment ça va? Oui, mais je m'en vais te scorer des buts tantôt contre toi, là. Mais c'est ça. Encore là,
c'est du plaisir. Tu joues au hockey, puis il y a des gars comme ça, comme lui, comme Marc-André Fleury, que faut qu'il soit relax pour jouer, puis réaliser que c'est un jeu, puis souvent la pression comme ça, surtout d'un temps présentement, là, je pense que c'est devenu très sérieux, puis avec la COVID, ça l'aide pas, je pense. Ben, en espérant que ce segment-là, qu'on doit se rapprocher de l'heure, vous a diverti, hein? Ouais. A diverti la gang, tout le monde. Parce que moi, je pense qu'une fois que, Bruno, tu vas recevoir le vaccin contre la COVID, d'après moi, tes cheveux... Ils redeviennent droits. Ils redeviennent droits. Je pense que c'est ça. Merci d'avoir été là, tout le monde. Et on s'en parle la semaine prochaine.